Ce podcast vous est présenté par l'agence Matoons, agence créative et tech spécialisée dans les contenus à fort impact. Vous avez un projet audio, vidéo, digital? Contactez-nous. contact@matoons.fr. Bonne écoute. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bienvenue pour ce 43e numéro du podcast EdTech France, un podcast 100% EdTech et 100% entrepreneurs français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir au micro une entrepreneuse EdTech engagée pour l'égalité des chances dans la tech, membre EdTech France et surtout fondatrice de BeSmart Edu, la première prépa scientifique en ligne qui lutte contre les discriminations géographiques et sociales grâce au numérique. J'ai nommé Daniela Tchana pour parler ensemble de comment améliorer l'accès à l'éducation pour tous et mettre le numérique au service de l'excellence académique. Bonjour Daniela. Bonjour Anne-Charlotte. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. On a beaucoup parlé de ce podcast. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à trouver le temps et qu'on revienne ensemble aujourd'hui sur ton aventure entrepreneuriale et voir au quotidien tout ce que tu fais chez BeSmart Edu pour rendre les écoles d'ingénieurs accessibles à tout le monde. Alors avant de commencer, est-ce que tu pourrais d'abord revenir un petit peu sur ton parcours familial, dans quel cadre tu as grandi et à quel point ça t'a marqué pour tes études, pour ton aventure entrepreneuriale? Je suis déjà merci parce que enfin on réussit à faire cette interview, ce podcast. Donc moi je suis originaire du Cameroun. Je suis née, j'ai grandi au Cameroun, j'ai fait une partie de mes études au Cameroun. Je suis issue de familles nombreuses, nous sommes une fratrie de 6. Donc voilà, c'est beaucoup de frères et de sœurs dans cette une grâce. Et donc j'ai grandi dans la capitale du Cameroun, qui est Yaoundé, la capitale politique. Et c'est là où j'ai démarré, c'est là où j'ai fait tout mes premiers pas, je peux dire. Concernant en fait ma partie entrepreneuriale, donc je dirais que c'est quelque chose qui date de mon enfance. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneur, on utilise beaucoup ce terme, mais avant, c'était pas très vulgaire comme maintenant. Donc du coup, je peux dire que j'ai toujours été amenée à résoudre des problèmes quand j'en trouvais. Donc, quand je voyais qu'il y avait un souci, un problème, je me réfléchissais à une solution et je voyais si je peux apporter une solution. Et donc, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné, c'est comme ça que je fonctionne toujours jusqu'à présent. Cela peut me pousser à développer des idées entrepreneuriales, mais c'est pas je veux pas dire je me lève pour dire je vais créer une entreprise, je vais faire ça. Non, c'est que je constate qu'il y a un problème et je cherche à apporter une solution à chaque fois. C'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et tu as des exemples un peu petites de choses, justement, de moments où tu as résolu des problèmes et tu savais même pas que c'était de l'entrepreneuriat, en fait, mais du coup, tu l'as quand même fait? Oui, il y a toujours une partie de ma vie que chaque fois qu'on me parle d'entrepreneur, ça me marque et qui me marquera toujours. C'est quand j'avais 6 ou 7 ans. Donc au Cameroun, on a l'habitude de consommer ce qu'on appelle de l'huile de palme pour pouvoir faire des mets traditionnels. Et donc du coup, quand on part au marché pour pouvoir en acheter, soit on ramène une bouteille et on achète juste de l'huile, ou on achète la bouteille et l'huile. Et ce sont en fait des bouteilles, soit des bouteilles déjà utilisées, dont des bouteilles qu'on a ici en France, d'huile de colza, d'huile d'olive, voilà. Et à chaque fois que j'allais avec ma maman au marché, elle en achetait. Et je trouvais bizarre parce que on utilise de l'huile d'arachide à la maison et quand on finit d'utiliser la bouteille, on jette. Et j'ai dit, non, on va pas continuer à en acheter. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, tu verras. Et j'ai donc décidé de collectionner toutes nos bouteilles d'huile d'arachide quand on finissait de les utiliser. Et les samedis, quand j'en avais déjà assez, j'allais au marché du coin et je revendais à ces vendeurs d'huile. Et donc, j'avais décidé d'inverser la tendance. J'étais plus vraiment consommatrice à 100%. Je mettais aussi à profit ce que nous, on appelait déchets
à la maison et qu'on partait racheter parfois quand on était dans le besoin. Et donc, Incroyable. c'est comme ça que chaque fois, parfois, quand je parle entrepreneuriat avec mes parents, ils me ramènent toujours à ce comportement que j'ai eu enfant. Et aujourd'hui, je qualifie ça de projet entrepreneurial. Et après, à l'adolescence, tu as reproduit l'expérience, tu as fait d'autres tentatives comme ça de petits projets liés au fait d'entreprendre? Je dirais que je n'appellerais pas ça tentative. Réussite, Je réussite. dirais même pas que c'est forcément une réussite. C'est que, à un moment donné, quand tu trouves qu'il y a un problème et que tu veux le résoudre, bah, ça conduit parfois à des projets d'entreprise. Et ce fut le cas quand j'avais 17 ans. Donc, je me suis rendu compte que ma maman, elle consommait beaucoup des cartes prépayées pour appeler, que ça soit à l'échelle nationale ou internationale. Et je me suis dit, à chaque fois, c'est toujours moi qu'on envoyait pour aller dans la boutique du coin, racheter la carte pour venir à la maison et tout. Et j'ai décidé de ne plus être celle qu'on envoie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et aussi parce que ma mère en consommait trop et je voyais que ça fait trop d'argent qui allait Dans les ailleurs, cartes. dans les cartes. Et donc, j'ai décidé avec ma petite sœur, on a décidé de casser notre caisse qu'on avait cotisée toute l'année scolaire parce que c'était pendant les vacances que je me suis lancée dans ce projet. Et on a décidé d'être, nous, des distributrices de cartes prépayées. Et on a dit, notre cliente, déjà, ça sera notre maman. Génial. Le client numéro 1, c'est le plus important. C'est ça. Et il s'avère que on a commencé avec la maman. Ensuite, le papa a suivi. Les gens qu'on connaissait tout autour ont suivi. Après, les oncles, les tantes. Sincèrement, c'était pour nous encourager. Au départ, ils faisaient les achats chez nous de leurs cartes à l'avance. Et plus tard, ils se sont rendus compte que finalement, ça aide ces enfants et ils ont continué à en acheter. Et après, comme j'étais déjà à l'université, j'en vendais à mes camarades, j'en vendais à des professeurs, j'en vendais à tous ceux autour de moi qui pouvaient être dans le besoin. Je leur disais, n'allez plus acheter dans des boutiques, vous pouvez venir directement en acheter chez moi. Et en un an, quasiment, j'avais éclaté les compteurs parce que j'avais quadruplé, je peux dire, j'avais multiplié par 100 mon chiffre d'affaires. C'est juste pour vous donner une idée. Tu commences un business avec 20 euros et tu te retrouves un an plus tard avec 10 000 euros de chiffre d'affaires et tout. Et donc, c'était vraiment quelque chose qui a marqué beaucoup de gens autour de moi parce que ils s'attendaient pas. Au départ, ils voulaient juste m'aider en disant, bon, on va acheter chez elle et après, bon, voilà, ça va se calmer. Elle va se calmer. Sauf que, voilà, après un an, j'étais toujours là. 2 ans, j'étais toujours là. Et malheureusement, mon entreprise a foiré. Heureusement, parce que maintenant, du coup, tu en as une qui est assez exceptionnelle. Mais c'est vrai que je pense que ça fait aussi partie du parcours d'entrepreneur que de vivre les échecs. Ça m'a vraiment forgé. Et en plus, en parallèle de ça, tu as quand même un parcours académique qui est exceptionnel. Tu n'as pas que des expériences terrain comme ça. Tu es docteur en mécanique, en matériaux et nanotechnologie, donc je sais même pas ce que ça veut dire. Je sais que tu es aussi diplômé d'un MBA d'école de commerce. Est-ce que faire des études, c'était quelque chose qui était évident pour toi dès le plus jeune âge? Est-ce que ça colle à ton cadre familial ou tu étais un peu l'exception et en plus, ça fait des études scientifiques, donc d'autant plus. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu étais perçue à ce moment-là et comment toi, tu as eu envie de faire ces études-là? Ah, déjà, correction, j'ai jamais eu envie de faire ces études. C'est une chose que je ne peux pas m'attribuer le mérite parce que c'est pas vrai. Est-ce que ces études étaient évidentes? Non. Est-ce que j'ai aimé mes années d'études? Non plus. C'était vraiment des périodes très difficiles parce que j'étais pas... C'est pas que j'aimais pas l'école, mais c'est juste que je trouvais que le cadre ne me correspondait pas du tout. Donc, c'était très, très difficile. J'aime bien souvent le dire quand des gens ils évoquent mes diplômes, que vous avez quand même en face de vous une personne qui a fait 2 fois un décrochage scolaire. Ah oui, Le premier, c'était au CM1. J'avais décidé d'arrêter les études parce que j'en pouvais plus. Ma mère, elle a constaté 2 semaines que je n'allais plus en cours. Pourtant, elle m'amenait à l'école tous les matins. Elle me récupérait le soir. Et tu faisais autre chose? Oui. En fait, une fois qu'elle me déposait, enfin, moi, jusqu'à présent, je me demande comment je réussissais à sécher les cours. Et non seulement je séchais les cours, mais
une chose qui me marque jusqu'aujourd'hui, c'est que avant que ma mère ne me récupère le soir, je m'arrangeais à faire mes cours moi-même dans mes cahiers. Donc, quand le soir, elle révisait toujours avec moi, elle avait la date, elle avait des notions dans le cours et elle ne pouvait jamais se rendre compte que ces cours n'ont pas été faits et n'ont Avec pas été l'école. pris avec l'école. Et donc, moi, je m'arrangeais quelques minutes avant qu'elle ne vienne me chercher de recopier tous mes cahiers. Je regardais mes livres, j'essayais de faire des synthèses, je recopie de telle sorte que le soir, quand on révise, tout est nickel. Et 2 semaines se sont passées. J'ai été, en fait, je fréquentais dans le même établissement avec mon cousin. Et chaque fois à la pause, on avait l'habitude d'être ensemble. Et il venait tout le temps à la pause me chercher pour dire, viens, on part manger, on part faire ceci. On lui disait, elle n'est pas là, elle est malade. À un moment donné, il dit, mais maman, il faut qu'on aille voir Daniela parce que elle est malade. Et il le dit à sa mère. Bon, sa mère, choquée, dit, oui, mais si elle est malade, pourquoi ma sœur ne m'a rien dit et tout. Et donc, c'est là où elle contacte ma mère pour dire, l'enfant, elle est malade, elle a quoi? Apparemment, elle ne vient plus à l'école. Ma mère, Ah bon? quoi. Elle dit, non, c'est pas possible. Je dépose cet enfant tous les jours à l'école. Et donc, elle connaissait où vivait ma maîtresse, parce que c'était un coin où on se connaît. Donc, elle savait où vivait ma maîtresse. Et quand elle apprend ça ce jour, à 19h, il faisait déjà noir, elle me dit, on ira chez ta maîtresse maintenant. Oh, ben, tout en panique, je savais qu'elle allait découvrir toute la vérité. Et ma mère, elle s'est pas découragée, hein. On est allé chez ma maîtresse, on est arrivé chez elle, je pense que c'était 19h20 comme ça. Et elle dit, s'il vous plaît, je veux juste vérifier un point avec vous. Ma fille, est-ce qu'elle vient encore? Et la maîtresse a dit, non, ça fait 2 semaines, votre fille, elle vient, elle est toujours malade. Après, elle part, elle vient, elle est malade, elle part. Et là, ma mère dit catastrophe. Et c'était vraiment un truc qui s'est passé comme ça. C'est là où elle a senti que, si je ne mets pas une double pression à cet enfant. Mais pourtant, ça a marché parce que du coup, tu as fait des études complètement exceptionnelles. Mais comment tu as eu le déclic justement de te dire que tu pouvais faire des études, vu que tu as dit en plus que tu avais fait 2 décrochages scolaires. Donc, c'est pas le seul. Il y en a eu un autre après. C'était en quatrième que j'ai eu le deuxième décrochage. Et donc, en quatrième, je voulais faire tout ce qui est stylisme modéliste. Je voulais aller parce qu'en seconde pro. Et c'était un conflit parce que ma mère ne voulait pas. Et elle ne trouvait pas un avenir dans ça pour moi. Et elle m'a dit non, tu feras pas ça. Et donc, du coup, j'ai fait 1 mois sans aller à l'école. Et ouais, je tombais toujours. J'avais des crises de maladie, voilà, et j'étais trop forte dans ça. Et elle a dit non, mais je lui ai dit, même si je pars à l'école, je vais ramener aucune bonne note, hein, tu n'auras rien. Et elle me dit non, il faut que tu ramènes des notes. Et en plus, ma mère, elle avait su que avec moi, il fallait une carotte. Un peu comme un lapin, il faut une carotte tout le temps. Comme pour beaucoup de jeunes, hein, d'ailleurs. C'est important, la carotte, pour avancer. Et moi, franchement, elle a joué sur ça avec moi pendant très longtemps. Et comment tu as choisi les études d'ingénieur, les études scientifiques? Il y avait un but derrière ou tu t'es juste dit ça m'intéresse? C'est parce que c'était évident. En fait, c'était pas un choix. C'est que en cours, j'ai toujours été très bonne en maths, même comme j'allais pas en cours et j'étais toujours un jour sur 2 à l'école. Mais les maths, c'était mon truc, en fait. J'étais vraiment bonne. Et donc, du coup, au collège, j'excellais vraiment. Et en français, j'étais vraiment catastrophique. Oui, je comprends. Et donc, c'était vraiment pas un choix. C'est juste que les notes, ils montraient. J'étais toujours meilleure de ma classe dans les filières scientifiques. Et donc, du coup, c'était aller en seconde scientifique parce qu'on allait en seconde à l'époque en filière scientifique dès la classe de seconde. Oui, je me rappelle bien. Et tu dis que donc c'était une période qui n'était pas forcément évidente, les études, ça je veux bien te croire. Et en termes de justement de mixité à la fois sociale et de genre, t'en as pensé quoi de ces études d'ingénieur? Parce qu'en France, c'est quand même très réputé pour être une voie élitiste. Et justement, je te pose cette question parce que c'est en lien avec la création de Bismart Edu. Mais du coup, si tu devais faire un petit bilan de la mixité sociale et de genre pendant tes études scientifiques, tu nous dirais quoi? Il n'y avait pas assez de femmes, c'est sûr.
Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. On se comptait en tant que femme, que ça soit même dans nos parcours scientifiques, même au lycée, on n'était pas si nombreuses que ça. On était nombreuses, mais pas autant. Et ça change quand vous arrivez donc dans le parcours supérieur, vous vous rendez compte qu'il y a très peu de femmes. Et à un moment donné, je pense qu'on s'habitue. Non, sincèrement, hein, on s'habitue. On sait que c'est une filière où il y a peu de femmes. Et donc, du coup, par contre, moi, j'avais une étiquette que je voulais pas qu'on me colle dessus. C'était que on avait une étiquette qu'on collait aux femmes qui faisaient les filières scientifiques. Ce sont des femmes qui ne sont pas assez femmes. Et donc, du coup, qui savent pas prendre soin d'elles, qui ne sont pas assez sexy, qui ne sont pas ceci, qui ne sont pas, voilà. Et moi, franchement, c'était mon challenge, ne pas ressembler aux femmes qui font les filières scientifiques. Et donc, quand il m'arrivait parfois de rencontrer des gens, me demandaient, mais tu fais dans quoi? J'ai dit, devine. Tu en littérature, tu fais un truc langue, tu es en droit. Je dis, ben voilà. Vous voyez, très bien. Que vous êtes toujours en train de croire que les femmes qui font les maths, ce sont des femmes qui savent prendre soin d'elles. Ben, regardez, je suis pas dans le droit, ni dans les langues. Je suis dans les sciences. Et donc, ça me plaisait, en fait, de pouvoir casser déjà ce stéréotype qu'on avait des femmes qui faisaient les sciences, qui étaient des femmes, en fait, je veux dire, un peu des garçons manqués, comme on appelait à l'époque. Et donc, voilà, moi, c'était un peu un challenge que je m'étais donné quand j'étais en filière scientifique. Et je me suis aussi rendu compte, par contre, plus j'avançais dans les diplômes, que à partir de, par exemple, mon doctorat, t'es plus stéréotypé parce que t'es dans un milieu où il y a alors très peu, très peu, et je pense que c'est le travail qui te démarque. Tu es respecté pour ton travail et quand tu fais de très belles choses, tu es respecté par tous ces hommes qui t'entourent. Et tu es plus stéréotypé comme à l'époque où dans les études supérieures, en école d'ingé, on te disait peut-être que ouais, elle sera pas si bonne que ça. Mais j'ai aussi fait des parcours, les femmes étaient les meilleures, hein. Le peu de femmes qu'il y avait, elles étaient des têtes de promo. Donc, ouais, ça m'étonne pas. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est de lutter contre l'autocensure pendant les études pour justement arriver à ce stade du doctorat où justement tu nous dis que l'excellence académique est ensuite le premier critère de mise en avant, entre guillemets. Mais ça, c'est très compliqué parce qu'on voit qu'il y a extrêmement peu de femmes dans les cursus d'études scientifiques en France et que ça n'évolue pas en fait depuis quelques années ou alors ça évolue très très lentement. Est-ce que toi, tu as une idée justement de comment remédier à ce manque de mixité dans les parcours scientifiques? Tu y as réfléchi un petit peu? Oui, déjà, il faudrait que ces femmes scientifiques sortent un peu. Je vais m'expliquer. C'est qu'aujourd'hui, les femmes qui sont dans ces filières de STEM, une fois qu'elles sont dedans, elles ont déjà fait un parcours où elles étaient stéréotypées. Donc, c'était un long parcours. Donc, elles ont déjà fait un chemin où ça ne leur dit plus rien parce qu'elles se sont habituées à ce mode de fonctionnement de la société. Et une fois en fin de leurs études ou bien dans leur carrière, elles ne sortent pas. Elles ne sortent pas pour voir les autres et leur dire « nous, on veut plus de femmes ». Parce qu'elles ont accepté la situation et elles ont continué, elles ont réussi et bon, elles continuent leur vie. Si ces femmes sortaient beaucoup plus pour être médiatisées, pour donner leur témoignage, pour montrer que c'est possible, pour dire que c'est pas un truc extra. Comme je le dis à tout le monde, c'est vrai, on parle du doctorat, on parle des études dans les sciences, mais de toute façon, quand on en parle, c'est comme c'est un truc tellement grandiose, c'est parce qu'on veut faire croire que c'est grandiose. Mais non, c'est des études comme toute étude. Et donc, qu'on arrête vraiment de donner une importance, je peux parfois dire démesurée aux filières scientifiques. Et c'est ça qui fait parfois peur, parce que quand on te dit « ouais, t'as un doctorat en mécanique et tout », la personne, il crie, il est émerveillé, mais attends, moi je dirais que quelqu'un qui a un doctorat en éco ou un doctorat en langue, il a abattu peut-être plus de travail que moi et il ne faut pas vraiment dramatiser ou bien donner une importance démesurée aux filières scientifiques. Et c'est ça qui fait peur les jeunes filles. Et donc, le but aujourd'hui, par exemple, peut-être on en parlera un peu plus avec les Olympiades que nous avons lancées, que j'ai initiées en France,
c'est d'être capable de dire aux filles, mais regardez, elles sont épanouies, elles ont des familles, elles vivent une vie comme tout le monde. Il n'y a pas besoin vraiment de stéréotyper ces filières. Je suis complètement d'accord avec toi et d'ailleurs ça se sent que tu vois cette vision que tu as de l'éducation hyper accessible, démocratisée, sans barrière, on sent que c'est ça qui t'a poussé à lancer Bismart Edu. Alors moi j'ai la chance de savoir ce que c'est, mais peut-être que toutes nos auditrices et auditeurs ne savent pas. Donc est-ce que tu peux nous pitcher un peu l'idée de départ de Bismart Edu, où tu voulais aller et où t'en es maintenant, parce que t'as complètement développé l'idée de base. Alors on t'écoute parce que justement cette éducation, cette histoire d'études, elle est au cœur de ton projet. Exactement. Donc déjà, on part d'une personne qui a galéré pendant ses études, donc avec le système actuel, le système qui est toujours là et qui n'a pas changé. Et donc, et aussi, on part d'une personne qui a pu faire des études en France grâce à des bourses d'excellence. Donc, on a déjà deux éléments clés qui meublent ma vie et qui constituent en fait aussi la base de Bismart Edu. C'est d'être capable aujourd'hui de dire que tout le monde a sa place dans les grandes écoles. S'il fallait que je me contente d'où je viens, d'où je suis, j'aurais jamais rêvé être où je me trouve en ce moment. Et s'il fallait que je regarde en fait à mon niveau social, j'aurais jamais fait de grandes écoles. Et donc, aujourd'hui, on est tous d'accord, peut-être les gens ne le savent pas, mais il y a une discrimination qui est encore tellement présente en France pour pouvoir intégrer les grandes écoles françaises. Bien sûr. Quand on regarde les statistiques sociaux sur justement ce qu'ont fait tes parents comme études et ce que toi tu fais comme études, on se rend compte que la reproduction sociale dans l'enseignement supérieur, elle est tellement forte, encore plus dans les écoles type ingénieur ou commerce qui sont des cursus privés. C'est dingue et le constat est toujours là. Donc, je te rejoins parfaitement. Je te laisse terminer. Et donc, je me suis dit, et moi ayant été aussi en province, j'ai vu des étudiants tellement brillants parce que je suis passionnée d'enseignement. C'est quelque chose que j'ai pas évoqué. J'aime tellement enseigner, j'aime transmettre mon savoir. Et j'ai ma méthode à moi d'enseigner qui est un peu différente parce que je n'enseigne pas comme j'ai reçu, j'enseigne comme je voulais avoir les cours. Super. Et cette méthode que je n'avais pas et qui me faisait tomber tout le temps dans un découragement. Et donc, ce qui fait en sorte que j'avais des étudiants tellement brillants qui ne se voyaient pas intégrer ces grandes écoles parce qu'ils étaient en province, parce qu'il manquait une préparation de qualité à la hauteur des grandes prépas parisiennes. Et ils se disaient, ils n'ont pas leur chance. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Et le déclic, il est venu quand moi, avec les travaux de recherche que je faisais, je bougeais tellement, donc je voyageais beaucoup. Et il m'arrivait de lâcher des étudiants que j'accompagnais parce que voilà, je suis plus là. J'ai dit, mais quelle est cette contrainte? Et donc, je me suis dit, mais il faut trouver un truc. Il faut vraiment créer une classe virtuelle où je pourrais donner des cours à mes élèves, peu importe où je suis. Ils puissent toujours profiter de moi. Et c'est comme ça que l'idée a commencé à germer. J'ai dit, et si cette classe permettait également à tout le monde de se préparer à ces grandes écoles, de redistribuer les cartes. Génial. C'est-à-dire, vous êtes parisien, c'est bien. Vous n'êtes pas parisien, tant mieux, parce que vous aurez les mêmes outils qu'un parisien pour pouvoir brider un grand concours. Ouais, c'est génial. Et tout ça grâce au numérique, en fait. Grâce au numérique. Incroyable. Exactement. Et donc, du coup, je me suis dite, voilà, je vais pas m'arrêter là. Je vais essayer de trouver, de creuser comment tout ça peut être possible. Et c'est comme ça que j'ai commencé à ficeler Bismart Edu. Et je me suis rendu compte que c'est compliqué parce que quand j'ai commencé à réfléchir à tout ça en 2016, je me dis, je vais pas remettre les mêmes erreurs que j'ai faites quand j'étais plus jeune. J'ai foiré ma boîte parce que je connaissais rien en finance. Donc, je pense qu'il faut que je me forme. C'est là où je décide de tout quitter pour aller me faire un MBA et me dire, voilà, je me forme, je prends tout ce qu'il me faut
pour pouvoir réussir ce projet parce que ça aidera beaucoup de jeunes. Et c'est pour ça que je pars faire encore des études en école de commerce. Parce que génial, je me demandais en fait. Je voulais pas planter ma boîte, planter ce projet qui me tenait à cœur et me dire c'est parce que je n'avais pas les compétences en gestion d'entreprise, parce que j'étais une scientifique carrée, parce que je n'avais pas des compétences en management, parce que je n'avais pas les compétences en finance. Et donc, du coup, j'ai dit, je fonce, je sacrifie mon temps, je pars me former, je serai mieux armée pour pouvoir affronter ce que je veux monter demain. C'est génial. J'aime beaucoup l'idée de se dire qu'on fait des études au service d'une cause précise, d'un projet, justement pour monter en compétence, pour être capable de l'exécuter. Ça, c'est génial et aujourd'hui, Bismart Edu, ce n'est pas que du e-learning, c'est un système de classe virtuelle que tu vas un peu nous détailler. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents programmes que tu proposes et surtout comment tu gères justement ce lien enseignant-élève? Parce que du coup, si je comprends bien, c'est une vraie prépa en ligne, quoi. Oui, c'est ça. En fait, on dit que Bismart Edu, c'est pas que c'est pas que des classes virtuelles, c'est également l'humain au service de tous. En fait, l'humain au centre de tout ce qu'on fait, de toutes nos offres, parce qu'il faut voir que le gros piège en fait du virtuel, c'est de rendre les gens distants et de perdre en fait ce côté humain. Et donc on a essayé de tout faire pour que chez Bismart Edu, le côté humain soit toujours présent, soit toujours vraiment moteur de tout ce qu'on développe. Donc il faut voir que c'est des classes en fait comme des classes en présentiel. La seule différence, c'est qu'on ne peut pas se toucher. On a développé un cahier numérique qui permet à un professeur de rédiger au tableau, comme s'il était dans une vraie salle de classe. Et le tableau, c'est l'écran de l'ordinateur. On a permis à nos étudiants, ce cahier numérique, on le donne à tous nos étudiants qui s'inscrivent dans nos parcours parce que pendant un cours, un professeur peut envoyer un étudiant au tableau. Génial. Les étudiants peuvent travailler entre eux en petits groupes et ils travaillent, c'est comme si c'était dans une salle de classe et ils partent tous au tableau, essayer de travailler, de partager leurs connaissances. Il faut voir également qu'on part du principe que aujourd'hui, ce que on oublie, c'est que le trouble d'attention est très élevé chez les jeunes. Et par exemple, moi, je me rappelle une fois, on avait convoqué mon papa pour dire votre fille elle passe son temps à dormir à l'école. Et mon papa, il est rentré, il a dit, ils ne comprennent pas que ma fille fonctionne comme ça. Elle a besoin d'un temps d'écoute et après elle a besoin d'un temps pour dormir et dès qu'elle se réveille, c'est une batterie qui est chargée et elle continue sa vie. Et c'est une batterie qui a besoin d'être rechargée et elle se recharge quand elle dort. Et donc du coup, lui, il a dit, ok, j'ai compris, mais il n'a rien fait. Il est venu me dire à la maison, si tu as besoin de dormir, tu dors. et donc du coup, je me rends compte qu'on n'est pas conscient qu'il y a dans ce type d'études d'enfants qui, je peux dire, c'est plus de 20%, des enfants qui ont un trouble d'attention très élevé. Et donc, après 15 minutes, ils décrochent avec le prof. Ils ont besoin et quand ils décrochent, ils peuvent décrocher pendant 30 minutes avant de revenir dans le cours. Et donc, pendant ce temps, le cours, il passe et l'étudiant se retrouve en train de ne pas comprendre ce qu'on vient d'expliquer. Et donc, chez Bismart Edu, ce qu'on a fait, c'est que grâce à nos classes virtuelles, l'étudiant a la possibilité d'avoir la version replay du cours. Génial. Donc, il peut suivre le cours une fois encore chez lui, il suit les zones où il pense n'avoir pas bien compris. Et en plus de cela, on a décidé de déstructurer la manière de dispenser les cours, les nouvelles notions. On ne le dispense pas quand on vient, on se met sur un tableau, on commence à faire tout le cours. Non, il faut savoir qu'on est plus dans les sciences chez Bismart Edu, donc on prend le temps à l'avance de trouver l'approche pédagogique pour transmettre la nouvelle notion à l'élève. Et quand on se retrouve avec des élèves pendant les cours, c'est plus des présentations de cours, de la notion on les a transmis, ou bien c'est plus des questions, c'est beaucoup plus de l'échange. Et les étudiants ne se retrouvent pas en train d'être là derrière un ordi à écouter. C'est plus du partage. C'est beaucoup plus interactif. Ça, c'est sûr que ça fonctionne 1000 fois mieux. On voit que le cours descendant en virtuel ne fonctionne pas. C'est pas vrai. Exactement. Donc, il y a vraiment plusieurs approches. Je peux pas tous les énumérer qu'on utilise sur la plateforme Bismart Edu pour pouvoir rendre vraiment la formation très interactive, le plus interactif possible. Aujourd'hui, je peux dire l'interactivité pendant nos cours est de loin supérieure à des cours en présentiel. Le taux de décrochage, il est limité parce qu'il est vraiment inférieur au taux
de décrochage en présentiel parce qu'on se rend compte que on est plus dans l'échange avec nos élèves. Ils sont plus également dans le partage parce qu'on développe beaucoup les cours, les travaux de groupe. Et donc, on voit que ça marche et c'est beaucoup plus efficace. J'en suis certaine. Et est-ce que tu sélectionnes ces jeunes à l'entrée? Est-ce que tu les tries sur le volet ou est-ce que n'importe qui souhaitant s'inscrire à Bismart Edu et faire des études scientifiques en ligne est accepté? Comment tu te positionnes sur ça? Ça dépend des parcours que la personne souhaite suivre chez nous. Il y a aujourd'hui pour la prépa qui sera lancée, les 3 classes de prépa qui vont ouvrir en septembre 2022. Ça sera effectivement sous certains critères de sélection, il faut un certain niveau. Mais pour les autres parcours, en fait, on prend, ça dépend vraiment des parcours. Chaque parcours a son critère de sélection. Ok, oui. Et surtout, j'ai vu que tu proposais aussi, par exemple, des parcours de remise à niveau et des prépa bac, c'est ça? Donc, c'est pas uniquement des prépas scientifiques. C'est ça. Par exemple, le parcours de remise à niveau, c'est un parcours qui me tenait énormément à cœur parce que ils sont nombreux ceux qu'on leur a dit, t'étais pas bon en maths, tu ne seras jamais ingénieur. T'étais pas bon en maths, tu ne peux pas être médecin. T'étais pas bon en maths, tu peux pas faire une filière informatique. Et ils sont nombreux à se dire que c'était eux le problème. Je suis désolée. C'est pas l'élève le problème. C'est parce que on n'a pas su comment communiquer avec cet élève, comment transmettre les compétences nécessaires avec son langage pour qu'il puisse lui développer son potentiel. Et je dis toujours à tous ceux qui s'inscrivent chez Bismart Edu, c'est pas vous le problème. Vous n'êtes pas le problème parce que tout le monde peut comprendre les matières scientifiques, tout le monde peut réussir dans les matières scientifiques. Il suffit juste qu'on comprenne comment vous souhaitez comprendre, comment dialoguer avec vous. Et si vous réussissez en tant que professeur à capter, à piger la pédagogie adaptée à un étudiant, l'étudiant va exceller parce qu'on est bon. Si on part du principe qu'il y a certains qui sont destinés à faire les matières scientifiques, ça veut dire que vous considérez qu'il y a certaines personnes qui naissent bêtes. Non, on est tous intelligents, on est tous nés avec une certaine capacité intellectuelle. Et donc, il suffit juste qu'on trouve comment exploiter nos capacités pour nous permettre d'exceller. C'est tellement important ce que tu dis et ça rejoint le fait que Bismart Edu soit un projet à impact parce que du coup, tu as cette vraie conviction que nous sommes tous égaux face à l'apprentissage et surtout comme c'est en ligne, il y a aussi cette volonté de réduire les fractures géographiques et sociales, que ça soit entre la banlieue et les villes, les zones rurales et les villes. Du coup, c'est vrai que l'ADN même de Bismart Edu, c'est un projet à impact. Est-ce que tu peux nous énumérer les valeurs de Bismart Edu? Je pense que tu y as pas mal réfléchi seul et en équipe. Et pourquoi, du coup, tu te lèves tous les matins? Parce que je sais que tu as des convictions. Et si tu dois nous donner 2-3 valeurs de Bismart Edu, ça serait quoi? On a 4 valeurs. Ah on bah n'a voilà, pas 3. ça tombe bien. On en a 4. Donc, on a déjà l'éducation parce que tout le monde a droit à l'éducation. Et pour nous, c'est de pouvoir permettre à tous d'être éduqués dans les sciences s'ils le souhaitent. Et notre but, c'est vraiment le partage de connaissances. On a également le côté égalité de chances. On part du principe que nous avons tous le droit d'exceller, de faire de grandes études et nous avons également le droit de faire les filières qu'on souhaite faire. Et donc, en égalité de chance, on ne doit pas être cloisonné à notre lieu géographique. On ne doit pas être bridé par notre niveau social. On doit avoir, peu importe notre rang social, peu importe où on réside, les mêmes chances que les autres de pouvoir viser le sommet. Il y a l'excellence parce que pour nous, on part du principe que tout le monde qui se donne les moyens peut exceller. Il faut juste qu'il ait les bons outils appropriés à ses compétences pour pouvoir aller très loin. Et l'innovation parce que nous, on part du principe que on transforme tout le temps nos approches pédagogiques pour pouvoir vraiment fitter avec chaque apprenant et lui permettre d'évoluer dans un confort vraiment qui est agréable. Ces 4 piliers très très solides, c'est extrêmement en lien avec tout ce que tu nous as dit avant. C'est vrai que ça fait complètement sens. Et si tu dois nous donner du coup des chiffres un peu sur ce que c'est que Bismart Edu, que ça soit ton équipe aujourd'hui ou même les apprenants, les enseignants, qu'on se rende un peu compte, c'est quoi Bismart Edu en 2021? Bismart Edu en 2021, c'est plus de 800 étudiants accompagnés. Incroyable. Dans nos différents parcours. C'est également
95% des étudiants qui suivent nos parcours et qui intègrent les prépas de leur choix ou les écoles de leur choix. Il faut savoir que avant le Covid, on avait vraiment la prépa bac d'excellence qui était vraiment un très, très, très beau parcours et qui était très loué parce que on réussissait à braver les 100% de réussite de nos étudiants au bac avec 80% de mention très bien. Ah, c'est fou, c'est complètement fou. Et ce qui est intéressant, c'est que quand des étudiants venaient, je leur disais, vous pouvez avoir 20 suivants en maths au bac, ils ne croyaient pas. Et quand ils sortent, ils ont leurs notes, ils disent, Daniela, j'ai eu 19 suivants en maths, ils disent, t'as cartonné. Et c'était vraiment une belle fierté. Et donc, du coup, voilà, ces 2 dernières années, on n'a pas eu le bac, dommage, 2020-2021, il n'y a pas eu les épreuves écrites, mais 2022, ça va revenir, c'est sûr. Et on va voir vraiment que les choses vont reprendre encore. Voilà, on se prépare vraiment solidement pour pouvoir préparer nos futurs bacheliers 2022. Il faut voir également que avec le parcours remise à niveau scientifique, c'est 100% d'admission on a sur Parcoursup parce que généralement, des gens, quand ils viennent parce qu'ils n'ont pas le bon bac, ils sont rejetés dans des écoles parce qu'ils n'ont pas le niveau scientifique qu'il faut. Après notre remise à niveau, ils intègrent directement l'école qu'ils souhaitent intégrer. Donc, voilà quelques chiffres que je peux donner à présent. Ouais, c'est hyper parlant parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de fatalité dans le cursus que tu suis au sein de l'éducation nationale et que même après avoir eu ton bac, si ça ne te convient pas pour la poursuite de tes études supérieures, tu peux changer. Pendant tes études, tu peux changer. Après, tu peux changer. Et ça, je pense que c'est hyper important de le rappeler. Et ce qui est fou, c'est que tu as lancé tout ça avant le Covid. Donc, tu avais déjà vu l'importance de la pédagogie, de l'interaction avec les étudiants, de suivre les étudiants de manière individuelle. Et après, ensuite, tout a fermé en 2020. Et je voulais savoir comment est-ce que ça vous avait impacté chez Bismart Edu, que ça soit dans ta stratégie d'entreprise ou même un peu vis-à-vis des mentalités, ce que tu as pu sentir vis-à-vis de l'enseignement en distanciel, l'impact du Covid sur tout ça, quoi. Oui, je pense qu'il y a quelque chose de très important quand tu lances une offre qui n'est pas très connue. Les cours à distance en 2017, quand on démarrait sur le marché, il faut voir que personne ne croyait en nous. Je suis honnête quand je le dis. C'était un truc assez abstrait et inconcevable de suivre des cours à distance. Et donc, du coup, tu ne pouvais pas te permettre, en fait, de dire, ouais, je vais pouvoir partir suivre mon parcours complètement à distance. Donc, c'était vraiment pas concevable pour plusieurs personnes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait beaucoup du freemium, c'est-à-dire qu'on a dispensé des cours gratuitement, on a ouvert nos formules gratuitement pour que les gens puissent tester et approuver que c'est possible et qu'il y a vraiment un résultat derrière. Et c'est comme ça qu'on a converti nos clients freemium en clients qui payaient maintenant ces modules. Et c'est comme ça qu'on s'est réellement lancé. Donc, c'est quelque chose en fait qui est capital pour nous parce qu'au départ, personne ne croyait et il fallait vraiment prêcher et évangéliser sur cette approche pédagogique et ce nouveau système. En 2020, éclate la pandémie, 3 ans plus tard, et boum, tout le monde cherche des cours à distance pour pouvoir résoudre le problème. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2021, on n'est plus en train de dire aux gens que ça marche. Ils ont constaté d'eux-mêmes que ça marche. Et donc, du coup, cela nous aide vraiment énormément parce que on n'est plus dans la démarche commerciale en train de dire notre système, il est identique, vous allez voir le résultat est top. Non, ils savent déjà que le résultat des cours à distance marche. Maintenant, eux, ce qui les intéresse, c'est les résultats qu'on a eus, les témoignages des anciens élèves. Et cette démarche-là a vraiment changé. Je peux dire, la crise a vraiment changé les mentalités. Et ça permet qu'on est vraiment officiellement accepté, je peux dire. Oui, non, mais tu as complètement raison. Et même la EdTech de manière générale, que ça soit sur le segment scolaire ou dans l'enseignement supérieur, même les établissements du supérieur se digitalisent, hybrident leurs cours. Et c'est vrai que ça a changé les mentalités de manière assez profonde et surtout de manière durable. Donc, je pense que tu n'auras
plus à évangéliser, Daniela. Je pense qu'en effet, l'enjeu, ça sera plutôt d'avoir suffisamment d'enseignants pour tous les étudiants qui vont venir vers toi. Et je voulais revenir sur l'aspect personnalisation de l'apprentissage que tu évoquais. Si on se penche un peu sur l'aspect tech, justement, de Bismart Edu, est-ce que tu utilises le machine learning, l'IA? Je sais que ce sont des termes très à la mode, mais est-ce que tu utilises ça dans ton enseignement pour être au plus proche des besoins des étudiants? Et si jamais tu l'utilises, comment ça se matérialise? Donc, du coup, par rapport à la partie tech, déjà, il faut savoir que Bismart Edu, nous avons développé notre propre LMS. Donc, Learning Managing System. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme des Moodle ou bien, et donc nous avons développé notre propre LMS qui correspond à nos besoins. On ne s'est pas fait aider des plateformes existantes. Donc ça, c'est une première chose il faut vraiment bien noter. Deuxièmement, concernant notre approche, on a eu, je sais pas s'il faut recommencer parce que là, il y a la porte qui vient de se fermer. Non, t'inquiète pas, Daniela, j'ai pas entendu. Tu peux y aller. Donc, j'étais en train de dire donc on a développé notre première LMS, notre LMS à nous, qui est Learning Managing System, et on ne s'est pas fait aider de ce qui existait déjà sur le marché parce que nous, on avait des besoins particuliers pour nos cours. On voulait quelque chose qu'on est capable de modifier quand on veut, de faire évoluer à notre guise, d'adapter selon nos besoins. Donc, il fallait vraiment que ça soit un truc propre à nous, une plateforme propre à Bismart. Ensuite, concernant de l'adaptive learning, pour ceux qui entendent, c'est de l'apprentissage personnalisé. Il faut savoir que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de l'IA. Mais moi, j'aime pas utiliser le mot IA parce qu'on utilise le mot IA dans tout et pour rien. Donc, aujourd'hui, je préfère aller terre à terre sur ce qu'on fait réellement. Ce sont des algorithmes qui vont collecter les informations que les étudiants laissent sur notre plateforme, à savoir lors des évaluations, lorsqu'ils suivent des cours, lorsqu'ils suivent des MOOC, comment ils naviguent dans des parcours pédagogiques qu'on met à leur disposition. Et grâce à cela, on pourra définir le profil de notre étudiant et mieux l'orienter vers soit les solutions aux besoins ou bien aux problèmes qu'ils rencontrent, ou encore l'orienter vers des parcours qu'on trouve qui seront vraiment appropriés pour eux. Il faut savoir que nous, on l'a développé, on est toujours en développement d'ailleurs, ce concept, parce que demain, on va être capable en fait de jauger le taux de réussite, par exemple, de nos étudiants. On va être capable en fait de jauger le taux d'admissibilité de nos étudiants à certains concours, mais aussi on veut être capable de prédire le taux d'échec. Parce que c'est très important. Comme ça, en orientation, on sera plus armé pour dire à nos étudiants, bon là, au vu de tes résultats, au vu des statistiques, au vu de ton évolution durant l'année, voilà où tu peux te diriger à 100% sûr que tu réussiras. On est sûr que si tu pars dans cette branche, c'est sûr que tu auras beaucoup plus de difficultés. Et donc vraiment, on utilise vraiment de l'apprentissage personnalisé et nos algorithmes pour pouvoir vraiment avoir beaucoup différents types d'informations qu'on souhaite avoir sur nos apprenants et mieux les orienter. Ça, c'est génial. Tu vois, la prédiction de parcours, c'est vrai que j'imagine que n'importe quelle prépa réelle souhaiterait pouvoir faire ça. N'importe quel lycée aussi souhaiterait pouvoir faire ça, en fait. Garantir à chaque élève là où il a le plus de chances de réussir et ce qui est le plus adapté à sa personnalité, ses capacités, sa force de travail. C'est génial. Notre vision à long terme, c'est que notre système soit utilisé par tous les lycées français. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On n'est pas en train de développer un outil qui demain sera seulement pour Bismart. Non, il n'y a aucun intérêt. C'est qu'on veut développer un outil demain qui va pouvoir être utilisé, être utile pour tous les lycées français et tous les prépas. Parce qu'on pense que chacun d'eux aura besoin de ce type d'algorithme pour pouvoir améliorer l'apprentissage en France. Et donc, nous, on développe l'apprentissage en France. Donc, notre but, c'est qu'on commence petit avec Bismart à petite échelle. Et bien, demain, c'est que tout le monde puisse en bénéficier. Ouais,
Ouais, non, mais j'ai hâte parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est une nécessité terrain et moi, on m'en parle assez souvent, donc j'ai hâte de voir la suite. Et d'ailleurs, si on parle de la suite, est-ce que tu as des projets particuliers sur 2021, sur 2022, que ça soit aller à l'export, de nouveaux programmes, une levée de fonds, je sais pas, je t'écoute. C'est quoi les projets sur 2021-2022? On est déjà à l'international parce qu'on a développé des partenariats qui nous permettent aujourd'hui d'ouvrir un parcours international qui est notre remise à niveau international, qui est Super. dédié en fait à tous les étudiants étrangers qui ne parlent pas la langue française, qui veulent venir continuer dans un cursus francophone, dans un cursus ingénieur en France. Et donc, du coup, avec des partenaires qu'on a, ils ont ce qu'on appelle un accompagnement sur une formation propédeutique, donc un accompagnement sur le parcours de la langue française. Et ils ont un accompagnement sur les méthodologies et nos techniques d'apprentissage de maths. Donc, maths, physique, chimie, de sciences, en fait, en fonction de la filière dans laquelle ils veulent migrer. Et donc, grâce à ce partenariat, on l'a démarré encore avant la crise sanitaire. Et ça permettait en fait de recevoir des étudiants, du Maghreb, de la Chine, pour pouvoir en fait suivre ce parcours et ensuite intégrer nos écoles d'ingénieurs ici en France. Donc, sur le côté international, on est déjà à l'international. Parfait. Sur le côté programme, effectivement, on travaille sur des nouveaux parcours qui vont s'ouvrir en 2022. Et ça, on vous demande de rester content. On aura besoin de notre réseau, on aura besoin du réseau de EdTech France pour pouvoir vraiment communiquer là-dessus à fond quand ils vont recevoir nos communiqués de presse. On sera là. Là. Et également, concernant la levée de fonds, effectivement, on a besoin de sous. Donc, on en dira un peu plus tard. Super, on reste à l'écoute, on reste à l'affût. Mais en tout cas, plein de beaux projets à venir. Et moi, j'avais aussi une question sur justement, tu nous parlais de tes expériences d'entrepreneuriat précédentes. Je sais que tu avais lancé aussi quelque chose quand tu étais à Amiens. Et je voulais savoir comment ça se fait que cette fois-ci, justement, l'essai a converti. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce projet-là et ceux que tu as pu lancer en amont? Est-ce que c'est parce que tu as été incubé, accéléré? Est-ce que t'en as plus parlé, moins parlé? C'est quoi qui a fait la différence cette fois-ci? Parce que je sais qu'il y a pas mal de jeunes entrepreneurs qui nous écoutent aussi. Et donc, pour avoir un peu ton retour d'expérience là-dessus. Par rapport aux autres projets que j'ai lancés, je pense que ça ne s'est pas clôturé en échec, contrairement. Mais c'est juste que j'ai cédé le projet par faute de temps. Donc, il faut savoir en fait que la réussite d'un projet aussi, c'est le fait que le porteur de projet doit être à 100% dans les débuts dans le projet. Parce que c'est lui le cerveau, c'est lui le visionnaire, c'est lui qui sait où il va, c'est lui qui mène le bateau. Et croyez-moi, on peut être autant actif qu'on le pense. Porter plusieurs projets en étant 100% à l'intérieur, c'est pas facile. S'il faut les démarrer tous au même moment, dans un moment donné, j'ai dû faire un choix qui n'était pas facile dans ma vie. J'ai décidé de céder un de mes bébés, en disant vous avez plus de temps que moi, vous pouvez le porter plus que moi, je vous confie avec les prix que j'ai déjà gagnés derrière. C'était pas un projet qui était moins bien que d'autres, c'est pas un projet qui a moins été médiatisé. Ça a été super bien médiatisé, bien plus que Bismart et Dieu même. C'était quoi comme projet? Ça, tu peux revenir très rapidement dessus, Daniela? C'était Potago. Ah oui, voilà, c'est ça. C'était Potago, le but, c'était de pouvoir créer des circuits courts, mais de distribuer, encore comme je dis, j'observe des problèmes, je constate qu'il y a des problèmes et j'apporte des solutions. Moi, j'ai beaucoup voyagé, que ce soit en France ou à l'extérieur de la France. Et en France, j'ai fait beaucoup de villes et j'étais tellement habituée dans une ville, je m'habituais à des producteurs locaux et quand j'arrivais dans une nouvelle ville, j'en trouvais pas. Il fallait encore faire la même démarche et tout. Et étant tout le temps entre Paris et la province, parce que j'aime plus les provinces que Paris, mais je faisais tout sur Paris. Donc, entre Paris et la province, il me fallait faire tout le temps des trajets. Donc, j'arrivais parfois chez moi à 23h et tout. Et j'ai pas eu le temps de faire mes courses. Et j'ai dit, et si je faisais des casiers réfrigérés?
que je mettrai dans chaque point stratégie et ces casiers sont ravitaillés uniquement par des producteurs locaux. C'est super. Donc, tu as tes courses locales qui arrivent à l'endroit où tu veux. Exact. Ça veut dire que tu es dans ton train, il est 22h, tu veux faire des courses, c'est pas grave. Tu regardes juste le casier proche, tu regardes les courses qui sont à l'intérieur. Voilà, tu les commandes, tu pars, tu les retires et tu rentres chez toi, tu cuisines. Et donc, c'est vraiment un projet qui a gagné plusieurs prix d'ailleurs, qui a été bien médiatisé, mais qu'à un moment donné, pour pouvoir le mettre en avant, le développer, j'ai dû vraiment le confier à d'autres personnes qui avaient plus de temps, qui étaient plus engagées aussi en termes de temps pour pouvoir bien le porter. Donc, c'était un peu comme une mini vente ou bien je sais pas comment le qualifier. Et donc, je dirais que pour un porteur de projet qui m'écoute, il faut vraiment dans un premier temps, être à 100% dans le projet qu'on mène. Et plus tard, il faut être dans un projet quand ça a déjà bien pris et que, voilà, la roue est en marche, on peut lancer un deuxième projet. Mais lancer tout au même moment, c'est assez compliqué. Ouais, ça c'est vrai que c'est un beau conseil et souvent, en plus au début, on a envie de faire plein de choses à la fois, donc on se concentre pas forcément sur un seul objectif. C'est ça. C'est vrai que c'est un très bon conseil. Merci. Et j'avais une dernière question pour toi et après, je te laisse tranquille pour la journée. Si tu pouvais faire passer un message à la jeune Daniela de 14-15 ans, 13-14 ans même, quand tu étais peut-être en 4e, tu lui dirais quoi? 13-14 ans? Je n'étais pas en 4e, j'étais en seconde première. Ah bon, mais comment ça se fait que tu sois aussi rapide? On n'a pas 13 ans en 4e? J'avais 2 ans d'avance. Ah oui, bon bah du coup, je reste sur 13-14 ans, tu étais en seconde première. Qu'est-ce que tu dirais à Daniela? Je dirais à Daniela de ne pas perdre, de toujours garder de vue cette envie d'aider les autres qu'elle a toujours portée, parce que c'est grâce à cela qu'elle accomplira de très, très, très grandes choses. Et je pense que c'est uniquement ça qui me tient encore jusqu'aujourd'hui, qui me fait rêver grand, qui me fait me projeter, qui me fait essayer d'apporter des solutions. C'est parce que j'ai toujours été drainée, j'ai toujours été motivée par cette envie d'aider les autres. Pour aider, il faut pas être milliardaire. Pour apporter son aide à autrui, il faut pas être riche. Il faut pas être dans la suffisance complète. Il faut juste avoir cette envie d'aider et d'aider à son niveau. Et donc, je pense que c'est ce que je conseillerais à cette jeune fille de dire, ne te décourage pas sur l'injustice que la vie peut te montrer. Garde cette flamme, toujours cette envie d'aider et ça t'aidera à vraiment faire de très grandes choses. Merci beaucoup Daniela, c'est un très beau message, je me l'applique à moi-même aussi. Merci pour ton énergie, pour ton engagement surtout, au service d'une éducation accessible pour tous, toujours plus innovante. C'est absolument génial de t'écouter. J'espère que ça aura plu aux auditeurs et aux auditrices. Merci pour ton temps et je te dis à très bientôt. Je peux juste communiquer une petite nouvelle. Tu peux y aller, on t'écoute. Je dirais à tous, on n'a pas beaucoup parlé pendant mon podcast, c'est de dire qu'on a lancé les Olympiades féminines de mathématiques. Ah oui, génial. Pour encourager les jeunes filles de lycée à migrer vers les filières STEM. On a plusieurs partenaires, parmi lesquels la Fondation L'Oréal, le groupe Arkea, les Digital Ladies. On a des ministères qui nous soutiennent, comme la ministre Elisabeth Moreno et son ministère. Ce que je souhaite, c'est de vous donner rendez-vous cet été pour la remise des prix de notre saison 2. Croyez-moi, elle sera juste géniale. Donc, quand vous allez voir l'info passer, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Il faudra juste suivre le live sur YouTube. Ça sera en live sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, inscrivez-vous et encouragez les filles à migrer vers les filières STEM parce que c'est pas un métier, c'est pas une filière plus compliquée que d'autres. Génial. On y sera, Tech France y sera. Et le groupe Arkea, on le connaît très bien. On avait fait un podcast avec eux sur un programme justement qui s'appelait Tech the Power pour aider les jeunes filles à s'engager dans les filières STEM. Donc bravo pour les Olympiades. On y sera. Je mettrai toutes les infos dans l'édito par écrit. Et merci Daniela pour ça aussi. Encore une autre initiative que tu portes magnifiquement bien. Merci. À très bientôt. Merci Anne-Charlotte. À très très bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous.
nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.